Dans cette vidéo, je t'explique simplement comment commencer à investir, même si tu pars de zéro. Mais avant, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu n'as jamais eu envie que ton argent travaille pour toi? Tu as sûrement des gens autour de toi qui te parlent d'investissement. Ton oncle te dit d'acheter des appartements. Ton meilleur ami te parle de crypto-monnaie et sur YouTube, on t'explique qu'il faut investir en bourse. Et toi, au milieu de tout ça, tu es perdu. Tu aimerais investir, mais on te balance des mots compliqués, des graphiques partout, des promesses de rendement et au final, tu ne sais toujours pas où et comment investir ton argent. Et le pire, c'est que tu pourrais le faire, mais tu hésites, tu repousses. Et pendant que les autres investissent, toi, tu restes sur le côté. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, les choses vont changer. Dans cette vidéo, je vais te simplifier le monde de l'investissement. Tu vas comprendre clairement quelles sont les grandes classes d'actifs, à quoi elles servent vraiment, leurs avantages, leurs risques et surtout lesquels peuvent correspondre à ton profil sans jargon inutile, sans blabla, juste l'essentiel pour prendre des décisions intelligentes. Et à la fin, tu verras que les vidéos et les conseils d'investissement n'auront plus aucun secret pour toi. Tu ne joueras plus avec ton argent à l'aveugle et tu sauras exactement quoi faire et comment débuter en investissement. Alors reste bien jusqu'au bout car j'ai une petite surprise pour toi à la fin. Je m'appelle Dalibor, je suis prof. Il y a 20 ans, je gagnais 1597 € par mois. C'était mon premier salaire. 16 ans plus tard, j'ai construit un patrimoine à 7 chiffres, sans capital et sans aucune connaissance. Alors, si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Attention, cette chaîne est 100% éducative, ce ne sont pas des conseils en investissement, je te partage mon expérience et je t'apprends à réfléchir. Allez, on commence par la base, c'est quoi une classe d'actifs? Avant de parler d'investir, il faut comprendre où tu investis. Une classe d'actifs, c'est tout simplement une grande famille de placements, des investissements qui ont tendance à se comporter de façon similaire. Dit autrement, si l'économie bouge, les placements d'une même classe vont souvent réagir un peu de la même manière. Chaque classe d'actifs a son niveau de risque, son rendement potentiel et sa façon de réagir aux crises, à l'inflation, à la croissance. Comprendre les classes d'actifs est fondamental. Pourquoi ? Parce que construire un portefeuille intelligent, ce n'est pas juste choisir le meilleur placement du moment, celui que ton ami, ton oncle ou que ton super voisin criblé de dettes t'ont recommandé. Non, c'est surtout mélanger intelligemment plusieurs classes d'actifs qui ne réagissent pas toutes pareilles. Quand l'une baisse, l'autre peut compenser. Et quand l'une stagne, l'autre peut performer. Et ça, c'est la base de la diversification. Et si tu comprends vraiment ce point, tu viens déjà de faire mieux que 80% des investisseurs débutants. Voyons désormais les principales classes d'actifs dans lesquelles tu peux investir. Tout de suite, la première classe d'actifs qui sont les actions. Pourquoi les actions attirent autant? Parce que sur le long terme, ce sont historiquement parmi les placements les plus rentables. On parle souvent d'une moyenne d'environ 7 à 10% par an sur les grands marchés développés sur le très long terme. Mais attention, ça ne veut pas dire 7 à 10% tous les ans tranquillement. Non. Certaines années peuvent être à plus 25% et d'autres à moins 30%. On appelle cela la volatilité. Et s'il y a une phrase essentielle à retenir, c'est celle-ci. Ce n'est pas la baisse qui détruit les patrimoines, c'est la panique. Parce que lorsque les gens paniquent, ils vendent et c'est là qu'ils diluent leur patrimoine. Les actions sont adaptées si tu peux laisser ton argent investi sur plusieurs années, tu acceptes de voir leur valeur monter et descendre et tu ne vends pas au premier coup de stress. Bref, ça demande du sérieux et du sang-froid. Comment investir en actions? Tu peux soit acheter des actions individuelles, une entreprise précise par exemple, ou investir via des ETF actions qui regroupent des dizaines, voire des centaines d'entreprises en un seul produit. Les ETF permettent de diversifier facilement et automatiquement, même avec des petites sommes. Les avantages de l'investissement via des actions. Il y a un fort potentiel de rendement sur la longue durée. Il y a une bonne protection contre l'inflation sur le long terme. Et surtout, c'est très accessible aujourd'hui via les ETF. Les inconvénients, c'est qu'il y a une forte volatilité à court terme et il y a un risque de perte importante si tu dois récupérer ton argent au mauvais moment. Et donc, par exemple, si tu as besoin de ton argent dans 6 mois, les actions peuvent être une très mauvaise idée. Si tu investis pour 10, 15 ou 20 ans, c'est une classe d'actifs difficile à ignorer. Et maintenant, voyons la deuxième grande famille. Cette deuxième grande famille, ce sont les obligations. Cette fois,
tu ne deviens pas propriétaire, mais tu deviens le prêteur. Concrètement, tu prêtes de l'argent à un État, une entreprise ou une collectivité et en échange, on te verse des intérêts. C'est un peu comme si tu étais la banque. Comment se comportent les obligations? En général, elles sont moins volatiles que les actions. Elles versent des revenus plus réguliers, mais leur potentiel de gain est plus limité sur le long terme. Historiquement, on parle souvent de rendement moyen autour de 2 à 4% par an sur le long terme pour les obligations d'État ou pour des obligations d'entreprise solides, souvent au-dessus de l'inflation, mais clairement en dessous des actions. Pourquoi en avoir dans son portefeuille? Eh bien parce que les obligations peuvent jouer le rôle de partie plus calme. Quand les actions font des montagnes russes, les obligations, elles, peuvent t'aider à amortir les chocs. Et elles ne sont pas là pour exploser les performances. Elles sont là pour stabiliser l'ensemble. Les avantages, généralement moins volatiles que les actions. Les revenus réguliers via les intérêts et elles aident à réduire les à-coups dans un portefeuille. Les inconvénients, c'est que le rendement est vraiment plus faible sur la longue durée et elles sont sensibles à la hausse des taux d'intérêt. Quand les taux montent, la valeur des obligations peut baisser et sur certaines périodes récentes, elles ont parfois fait à peine mieux, voire moins bien que l'inflation. En résumé, les actions, c'est le moteur de croissance, les obligations, c'est l'amortisseur. Et maintenant, on passe à une classe d'actifs que beaucoup de Français adorent. Cette classe d'actifs, c'est l'immobilier. L'immobilier, c'est l'actif que beaucoup de Français préfèrent. Pourquoi? Parce que c'est concret. Tu peux le voir, le toucher, le visiter. Mais attention, il existe deux grandes façons d'investir dans l'immobilier et elles n'ont pas du tout les mêmes contraintes. L'immobilier physique, c'est-à-dire l'immobilier en direct. Là, tu achètes un appartement, une maison, un immeuble pour le louer ou pour le revendre plus cher plus tard ou très rapidement. Cela peut t'offrir des loyers réguliers, une possible valorisation du bien dans le temps et c'est un actif tangible. Historiquement, l'immobilier résidentiel dans les grandes villes a souvent tourné autour de 3 à 5% par an en moyenne sur le long terme. Certaines grandes villes comme Paris ont parfois fait davantage. Attention, je vais te donner une petite astuce. Si tu veux chercher des biens à forte rentabilité, il va falloir t'extraire des grandes agglomérations et aller un petit peu plus loin sur la périphérie. Ensuite, il y a des contraintes. C'est peu liquide. Tu peux vendre, mais cela peut prendre des mois. Il y a aussi beaucoup de frais, de notaire, de travaux, de gestion, de fiscalité. Et tu concentres souvent ton risque sur un seul bien. Si ton locataire ne paie pas, ou si le marché baisse, tu es directement exposé. Il y a des stratégies, bien évidemment, d'optimisation. Je t'en parlerai dans une future vidéo. L'autre manière de posséder de l'immobilier, ce sont via des SCPI et c'est ce qu'on appelle également l'immobilier papier. Ici, tu n'achètes pas un appartement, tu achètes des parts d'une société qui détient des dizaines, parfois des centaines de biens, des bureaux, des commerces, dans la santé, dans la logistique. Les avantages, c'est que tu n'as rien à gérer, tu es diversifié sur de nombreux biens et tu peux investir avec des montants plus accessibles. Certaines SCPI ont servi historiquement de rendement autour de 4 à 7% par an sur de longues périodes, en contrepartie d'un risque de baisse de la valeur des parts. Attention à ne pas oublier, la valeur des parts peut baisser. Ensuite, ce n'est pas totalement liquide non plus. Il y a parfois quelques contraintes. Et la fiscalité peut être lourde selon ta situation. Pourquoi intégrer de l'immobilier? Parce que cela permet de diversifier en dehors des marchés financiers, de générer des revenus complémentaires et d'ajouter une classe d'actifs qui ne réagit pas exactement comme les actions. Si je devais résumer, l'immobilier physique, tu as plus de contrôle, mais plus de contraintes. Les SCPI, c'est plus simple, plus diversifié, mais pas sans risque. Et maintenant, on arrive à une classe d'actifs dont tout le monde parle, mais que peu comprennent vraiment. Cette classe d'actifs, ce sont les liquidités et les produits du marché monétaire. Ici, on ne cherche pas la performance, on cherche la sécurité et la disponibilité immédiate. On parle de tout ce qui est compte courant, livret réglementé, livret A, LDDS. On parle également de fonds monétaires, de comptes à court terme. Le rôle n'est pas de te rendre riche. Le rôle, c'est protéger ton capital à court terme, constituer un fonds d'urgence, éviter de devoir vendre tes actions ou ton immobilier au pire moment. C'est ta ceinture de sécurité financière. Et côté rendement, eh bien, historiquement, les liquidités ont souvent rapporté autour de 0 à 2% par an sur les dernières décennies. Parfois un peu plus, mais très souvent à peine au-dessus, voire en dessous de l'inflation. Résultat, sur le long terme,
ton argent peut perdre du pouvoir d'achat s'il reste trop longtemps uniquement sur des supports sécurisés. La différence entre les principales options. Premièrement, le compte courant. Ton argent est totalement disponible, aucun rendement, juste pour les dépenses du quotidien. Les livrets réglementés. Là, tu as un capital garanti, avec des plafonds réglementaires, les intérêts sont connus à l'avance et ton argent est également disponible à tout moment. En ce qui concerne les fonds monétaires, tu investis sur des produits très court terme, avec une faible volatilité et le rendement est variable selon le taux d'intérêt. Un peu plus dynamique qu'un compte courant, mais ça reste vraiment une approche défensive. Les avantages. Eh bien, ton capital, en principe, est protégé. Ton argent est disponible rapidement et c'est vraiment idéal pour les imprévus ou pour les projets à court terme. Les inconvénients, c'est que ton rendement est faible et souvent inférieur à l'inflation sur période longue. Et donc, ça ne permet pas de faire vraiment croître ton patrimoine. L'erreur fréquente, c'est que beaucoup de gens laissent 100% de leur argent en liquidité pendant 10 ou 20 ans. Ils se sentent en sécurité, mais ils perdent lentement du pouvoir d'achat. En résumé, les actions font croître ton patrimoine. Les obligations stabilisent, l'immobilier diversifie et les liquidités sécurisent. Voyons enfin la dernière classe d'actifs, ce sont les classes d'actifs dites alternatives. On les appelle alternatives parce qu'elles ne rentrent pas dans les 4 grandes familles classiques que nous avons vues juste auparavant, à savoir les actions, les obligations, l'immobilier, les liquidités. Ces classes d'actifs alternatives peuvent inclure les matières premières, comme l'or, le pétrole, les différents métaux. On y trouve également le private equity, ce sont les entreprises non cotées en bourse. Il y a également les infrastructures et tu peux retrouver également les crypto-monnaies, qui est un cas très particulier et très risqué. Ce sont souvent des actifs plus complexes, plus volatiles ou moins liquides. Et ce n'est généralement pas l'endroit où mettre la majorité de ton patrimoine quand tu débutes. Alors voyons maintenant le cas de l'or et des matières premières. Comment ça fonctionne ? Tu n'investis pas dans une entreprise, tu investis dans une ressource physique. Exemple, argent, or, cuivre, pétrole. On peut y accéder via des ETF matières premières, l'or physique, via des fonds spécialisés. Historiquement, par rapport au comportement, l'or par exemple a souvent offert des rendements moyens de l'ordre de 3 à 6% par an selon les périodes, avec de longues phases de stagnation, puis des périodes de forte hausse. D'ailleurs, en ce moment, tu as pu peut-être observer que l'or explose tous les compteurs. Il peut très bien se comporter en période de crise, en période de forte inflation, quand les marchés financiers sont sous tension. Les avantages, c'est qu'il peut jouer un rôle de diversification, peut servir de refuge dans certains contextes et il y a une faible corrélation avec certaines classes d'actifs. Les inconvénients, c'est qu'il ne génère aucun revenu direct, pas de dividendes, pas d'intérêt. Il est très dépendant du contexte macroéconomique et peut-être aussi très volatile. Et l'or, retient bien une chose, c'est qu'il ne crée pas de richesse. Il protège parfois contre certains risques. Voyons maintenant le private equity, les infrastructures et autres alternatifs. Ici, on entre dans un monde plus technique. Le private equity, c'est que tu investis dans des entreprises non cotées en bourse. Les infrastructures, ce sont les autoroutes, les énergies renouvelables, les réseaux, les hôpitaux, etc. Sur de longues périodes, certaines stratégies ont affiché des rendements proches, voire parfois supérieurs aux actions. Les avantages, ce sont un potentiel de rendement élevé, une diversification par rapport au marché coté et il y a un accès à des secteurs peu accessibles en bourse. Les inconvénients, c'est que les tickets d'entrée sont souvent élevés. Il peut y avoir des frais importants et l'argent est souvent bloqué pendant plusieurs années. Et donc il y a une complexité d'analyse qui n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas aussi simple que d'acheter un ETF, ce que l'on peut faire en 2 clics. Et les cryptos ? Eh bien les cryptos, c'est un cas très particulier. Elles sont extrêmement volatiles, le potentiel est élevé, mais il y a également un risque très important. C'est plus spéculatif que patrimonial dans la majorité des cas. Pour conclure sur les alternatifs, les actifs alternatifs peuvent améliorer la diversification, offrir des opportunités spécifiques, jouer un rôle tactique, mais ils doivent généralement rester une poche minoritaire dans un portefeuille équilibré. En résumé, tu as maintenant les actions pour la croissance, les obligations pour une forme de stabilité, l'immobilier pour diversifier de manière tangible, les liquidités qui vont te permettre de sécuriser à court terme et les alternatifs pour avoir un complément stratégique. Et donc la vraie question n'est pas
quelle est la meilleure classe d'actifs, mais plutôt quelle combinaison est adaptée à ton profil, sur quel horizon de temps et avec quel niveau de risque. Voici dès à présent les 4 critères qui doivent guider ton investissement. On va faire simple, très simple. Premièrement, ton horizon de placement. C'est combien de temps peux-tu laisser cet argent investi? Est-ce que c'est moins de 3 ans? Et donc là, il doit y avoir une forme de prudence. Est-ce que c'est de 3 à 8 ans? Nous sommes sous une forme d'équilibre. Ou est-ce que c'est 10 ans et plus? Et là, tu peux prendre plus de risques. Plus ton horizon est long, plus tu peux absorber les baisses temporaires et le temps réduit le risque des actifs volatiles comme les actions par exemple. Deuxième critère, ton objectif. Pourquoi tu investis? Est-ce pour préparer ta retraite? Pour acheter une résidence secondaire? Pour générer un complément de revenus? Faire croître ton patrimoine? Ton objectif change complètement ta stratégie. Exemple, un projet immobilier dans 2 ans n'est pas la même chose que d'avoir un objectif de préparation de retraite dans 30 ans. Troisième critère, ta tolérance au risque. La question est simple. Si ton portefeuille perd 20% en un an, tu fais quoi? Est-ce que tu paniques et tu vends? Tu stresses mais tu tiens? Ou tu continues d'investir? Ce critère est psychologique. Un bon portefeuille n'est pas celui qui rapporte plus, c'est celui que tu es capable de garder pendant les crises. Quatrième et dernier critère, ta situation personnelle. As-tu déjà un fonds d'urgence? As-tu des dettes? As-tu des revenus stables? As-tu des personnes à charge? Quelqu'un avec un CDI stable et 6 mois d'épargne de sécurité peut prendre plus de risques qu'une personne indépendante sans réserve. Voyons maintenant les grandes tendances selon les profils. Imaginons que tu aies 10 000 euros à investir. Dans notre premier profil, tu as 25 ans, donc tu as un horizon long terme, 30 ans et plus. Ton objectif va être la croissance, ta tolérance au risque va être élevée, et donc la logique c'est, tu as du temps et tu peux supporter la volatilité. Et donc, dans un exemple simple de répartition, tu pourrais avoir 70% de ton patrimoine en actions, via un ETF Monde par exemple, 15% d'immobilier, SCPI ou via des foncières cotées, 10% en obligations, 5% en liquidité. Et là, tu as un portefeuille orienté croissance. Le profil 2, tu as 40 ans, tu as un horizon moyen-long, 15-20 ans. Ton objectif, c'est de préparer la retraite ainsi que de gagner en sécurité. Et donc, ta tolérance au risque est modérée. Dans la logique, tu veux encore un petit peu de croissance, mais tu dois protéger davantage ton capital. Tu peux donc créer un patrimoine avec 50% en actions, 20% en obligations, 20% de l'immobilier, physique ou SCPI, et 10% de liquidité. Là, tu as un portefeuille équilibré, avec moins de volatilité et plus de stabilité. Regardons maintenant notre troisième profil. Tu as 60 ans, tu as un horizon de temps plus court. Ton objectif, c'est de préserver et de générer quand même un petit peu de revenus. Ta tolérance au risque est faible à modérée. Et dans la logique, eh bien, tu veux éviter une grosse chute avant de pouvoir prendre ta retraite. Voyons l'exemple de ton portefeuille. Il peut se composer avec 30% d'actions, 35% d'obligations, 20% d'immobilier et 15% de liquidité. Le portefeuille est plus défensif, il y a moins de croissance potentielle, mais il y a plus de stabilité et de revenus. Ce qu'il faut retenir, il n'existe pas une bonne répartition. Il existe une répartition adaptée à ton âge, à ton horizon, à ton objectif et à ta psychologie. Plus tu es long terme, plus tu peux prendre du risque. Plus tu te rapproches d'un besoin concret, plus tu sécurises. Et surtout, le plus important n'est pas le portefeuille parfait, c'est une stratégie cohérente et la discipline de la tenir dans le temps. Si tu veux aller plus loin et comprendre de plus en plus le monde de l'investissement, je t'invite à cliquer en dessous pour t'abonner à la newsletter du Prof Investisseur. Tu auras une fois par semaine des informations importantes mises à jour et tu pourras progresser dans ta compréhension du monde des finances. Aussi, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner bien évidemment pour ne pas louper les prochaines qui arrivent. Je te dis à très bientôt.